1 milliard de dollars volés dans plus de 100 banques, imagine un peu le casse du siècle, réalisé sans arme à feu ni prise d'otage, depuis un ordinateur à des milliers de kilomètres. C'est l'incroyable histoire de Carbanac, un groupe de cybercriminels très actif entre 2013 et 2015. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'amène du côté obscur de la force, à la découverte de Carbanac, un groupe de hackers qui a secoué le monde des financiers. Comment ont-ils opéré? Quels ont été les dégâts causés? Et surtout, qui se cache derrière ces attaques informatiques? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Carbanac a émergé dans l'univers du hacking russe en ciblant principalement les banques. Nous sommes en 2014 en Russie et l'entreprise Kaspersky Labs est la référence en termes de cybersécurité. Une nuit, un ingénieur de Kaspersky Labs reçoit un appel anonyme d'un employé de banque en panique. Ils organisent rapidement une rencontre discrète. Après l'observation, il s'est avéré que le domaine contrôleur de la banque envoyait des données sensibles à des serveurs en Chine. Le domaine contrôleur est le serveur le plus important de l'entreprise, il était compromis. Les employés de Kaspersky ont analysé les appareils connectés au réseau bancaire interne et ont découvert la présence d'un logiciel de partage d'écran VNC non installé par la banque. Ils ont alors suspecté une tentative d'espionnage des employés de la banque. Les experts de Kaspersky ont poursuivi leur investigation pour comprendre comment les hackers avaient pu prendre le contrôle d'un élément aussi crucial que le contrôleur de domaine. Ils ont découvert qu'un employé de la banque avait reçu un mail d'une personne qui prétendait être un client authentique, mais en réalité, ce mail était complètement faux. Pour aggraver les choses, ce courriel était accompagné d'un fichier Word infecté. Les pirates avaient infecté le fichier avec leur logiciel malveillant. Et une fois que l'employé de la banque a ouvert ce document, le logiciel malveillant s'est activé et a installé une porte dérobée sur l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle une attaque par hameçonnage ciblé ou spear phishing. Leur mode opératoire a évolué au fil du temps, passant des attaques simples aux opérations plus sophistiquées. Comment ont-ils réussi à s'imposer comme l'un des groupes criminels les plus redoutables du cyberespace? En réalité, les pièges jointes exploitent les vulnérabilités de Microsoft Office 2003, 2007 et 2010 et Microsoft Word. Une fois la vulnérabilité exploitée avec succès, le shellcode décrypte et exécute la porte dérobée connue sous le nom de Carbanac. Carbanac est une porte dérobée à distance initialement basée sur Carperb, conçue pour l'espionnage, l'exfiltration de données et pour fournir un accès à distance aux machines infectées. Une fois l'accès obtenu, les attaquants effectuent une reconnaissance manuelle des réseaux de la victime. Ils installent ensuite des logiciels supplémentaires tels que les outils de gestion à distance pour compromettre des serveurs. Une fois que les attaquants ont réussi à compromettre le réseau de la victime, les principales cibles internes sont les services de traitement de l'argent, les distributeurs automatiques de billets et les comptes clients. Dans certains cas, les attaquants ont utilisé le réseau interbancaire SWIFT pour transférer de l'argent sur leur compte. L'argent a été prélevé sur les comptes de la banque et transféré à des comptes inconnus à l'étranger, détenus par les hackers. Dans d'autres cas, les bases de données Oracle ont été manipulées pour ouvrir des comptes de paiement ou de cartes de débit dans la même banque, ou pour transférer de l'argent entre des comptes en utilisant le système bancaire en ligne. Le réseau de guichets automatiques a également été utilisé dans ce gigantesque braquage. Les hackers faisaient sortir de l'argent liquide à partir de certains guichets automatiques à des heures précises où des complices étaient prêts à le collecter. Il est à noter que les attaquants ont trompé les différents systèmes en se faisant passer pour des utilisateurs locaux véritables qui disposaient des autorisations nécessaires. Sur les 100 entités bancaires touchées, au moins la moitié a subi des pertes financières. La plupart des victimes se trouvent en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Ukraine. L'ampleur des pertes est considérable. Par exemple, une banque victime a perdu environ 7,3 millions de dollars à la suite d'une fraude au guichet automatique. Une autre encore a subi une perte de 10 millions de dollars à la suite de l'exploitation de sa plateforme bancaire en ligne. Les fonds volés ont été transférés des pays concernés vers des comptes bancaires aux États-Unis et en Chine. En outre, certains des serveurs de commande et contrôle ont des entrées de journal ou log indiquant des connexions à des systèmes situés aux États-Unis. La télémétrie indique que les attaquants étendent leur opération à d'autres régions telles que l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Contrairement aux attaques d'hameçonnage classiques qui visent un large public, le spear phishing prend pour cible des individus spécifiques au sein d'une organisation. Les attaquants commencent par recueillir des données sur leurs cibles potentielles telles que les relations professionnelles, les préférences et les détails spécifiques à l'entreprise. Armés de ces informations, ils créent des emails ou d'autres messages concernant des éléments personnalisés tels que des noms, des titres de poste et même des projets internes en cours. Cette personnalisation accrue rend les attaques particulièrement difficiles à détecter.
Les attaques de spear phishing peuvent prendre diverses formes, allant d'emails frauduleux à des messages sur les réseaux sociaux. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques de leurre telles que l'usurpation d'identité d'un collègue de travail, d'un supérieur hiérarchique ou même d'un contact externe. Quelques semaines après avoir révélé les attaques des hackers de Carbanak, Eugène Kaspersky, le PDG de Kaspersky, découvre que cette menace n'est pas isolée. Europol a également enregistré plusieurs attaques similaires contre des banques européennes. Kaspersky décide alors de former une équipe, la Joint Cybercrime Action Task Force, avec les banques touchées par Carbanak, d'autres experts en cybersécurité et des agences de renseignement. Ils commencent à traquer le groupe Carbanak mais ont du mal à trouver des indices. Finalement, un employé de Kaspersky découvre une erreur dans le code de Carbanak, ce qui permet aux experts d'envoyer une requête au serveur de commande et de contrôle du groupe. Après 2 jours, ils obtiennent une réponse du serveur qui se trouve aux Pays-Bas. L'analyse de ce serveur révèle que les attaques de Carbanak ont touché des banques du monde entier, de la Chine aux États-Unis en passant par l'Afrique. En 2016, le groupe reprend ses activités à Taïwan, notamment la technique de distributeur automatique. C'est exactement à ce moment-là qu'ils vont se faire prendre. 2000 inexpérimentés ont commis une erreur en laissant une pile de 60 000 $ taïwanais dans un distributeur automatique. Un riverain les a trouvés suspects et a alerté la police taïwanaise. La police a rapidement identifié 22 suspects, principalement russes et originaires d'Europe de l'Est, mais seuls 3 d'entre eux sont restés à Taïwan avec des millions de dollars en espèces. L'un d'eux, Andreas Pergodov, s'est débarrassé de l'argent et a été arrêté, tandis que les 2 autres ont stocké leur butin dans des casiers à bagages à la gare de Taipei. Les autorités les ont observés et les ont arrêtés lorsqu'ils sont retournés à leur hôtel. Le chef du groupe a été arrêté plus tard en Espagne en 2018. Les attaques perpétrées par le groupe Carbanak ont eu des conséquences significatives sur les institutions financières, les entreprises et les individus. Voici un aperçu des impacts notables. Les attaques de Carbanak ont souvent abouti à d'importantes pertes financières pour les institutions ciblées. Les clients et les investisseurs ont perdu confiance pour la sécurité de leurs comptes au sein des banques victimes. Les fuites de données ont eu des répercussions graves sur la vie privée des clients. Les institutions financières touchées ont été contraintes de dépenser des sommes considérables pour restaurer leur système et mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Les entreprises dépendantes des services financiers ont été confrontées à des perturbations majeures. Les attaques de Carbanak ont renforcé la nécessité pour les entreprises et les institutions financières de renforcer leurs mesures de cybersécurité. L'histoire de Carbanak marque clairement le début d'une nouvelle ère de cybercriminalité dans laquelle les menaces persistantes avancées ou APT ne servent plus seulement à voler des informations. Devant le succès de Carbanak, d'autres groupes se sont créés pour leur succéder. Les logiciels malveillants ciblant le secteur financier continuent d'évoluer. Leurs méthodes d'attaque sont particulièrement intéressantes car elles sont similaires à celles utilisées par les groupes de cyberespionnage. Malgré une sensibilisation accrue à la cybercriminalité dans le secteur des services financiers, les attaques par spear phishing restent efficaces contre les grandes entreprises. Nous voici à la fin de notre plongée dans l'univers de Carbanak. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like pour m'aider à promouvoir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la cybersécurité et les technologies. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande la vidéo suivante.